Est-ce que c'est vraiment légal d'enchaîner 12 jours de travail consécutifs sans la moindre pause? Ben, la réponse courte, contre toute attente, c'est oui. Oui, et c'est une faille juridique absolument fascinante qui va monopoliser notre analyse aujourd'hui en croisant les textes stricts du Code du travail avec les récentes décisions chocs de la Cour de cassation, Mhm. les remontées de terrain des syndicats et les réalités du monde de l'entreprise. On découvre que le calendrier juridique cache des zones d'ombre assez insoupçonnées. Tout à fait. Et pour mener cette exploration aujourd'hui, on a rassemblé une bonne pile de documents. Des extraits du Code du travail, des analyses de plateformes RH comme Culture RH, PayFit, Urecia ou Hello Work. C'est ça. Et on a aussi des publications de services publics, un reportage très parlant de TF1 et même un communiqué récent du syndicat Solidaire. Exactement. L'objectif de notre plongée dans ces sources n'est pas de faire un simple rappel de la loi. Non, l'idée c'est de démystifier les règles du repos hebdomadaire, découvrir s'il est réellement possible de travailler près de 2 semaines sans s'arrêter, tout en restant dans le cadre très strict de la loi française. C'est ça. Le but, c'est d'offrir à toute personne cherchant à s'informer aujourd'hui un condensé qui soit clair, équilibré et surtout sans surcharge d'informations inutiles. Parce que la frontière entre flexibilité et épuisement, elle est fine. Très fine, oui. La question du temps de repos est un terrain où s'affrontent en permanence la théorie juridique, la santé physiologique et les impératifs économiques. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre la mécanique, il faut d'abord poser les bases. En principe, l'article L 3132-1 du Code du travail, il est formel. Mhm. Il est strictement interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Voilà, sur le papier, la barrière est posée. Mais le législateur a assorti cette interdiction d'une équation mathématique qu'il faut absolument avoir en tête. Absolument. Et cette équation, elle ne laisse pas la durée du repos au hasard. La loi impose un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. 35 heures incompressibles. C'est ça. Et si on détaille l'équation pour ceux qui nous écoutent, c'est 24 heures de repos hebdomadaire pur auxquelles on ajoute obligatoirement les 11 heures de repos quotidien. Les fameuses 11 heures entre 2 journées de travail. Exactement. 24 plus 11, le compte y est, ça fait 35 heures consécutives. En fait, on peut visualiser cette exigence comme le fonctionnement d'un moteur. Un moteur à origine, oui. Voilà. Il y a un compteur qui doit obligatoirement être remis à zéro chaque semaine. Ces 35 heures, c'est le temps de refroidissement indispensable pour éviter que la machine humaine ne surchauffe. C'est une très bonne analogie et d'ailleurs les documents issus des plateformes d'analyse RH précisent que pour les profils plus vulnérables, les mineurs ou les apprentis, le filet de sécurité est encore plus renforcé. Le temps de refroidissement est plus long pour eux. C'est ça. La règle de base pour ces jeunes, c'est 2 jours de repos consécutifs. Et même avec certaines dérogations, pour les 16 à 18 ans, on ne peut jamais descendre en dessous de 36 heures consécutives. Dont le dimanche obligatoirement. Tout à fait. La forteresse sanitaire est censée être impénétrable. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah! Parce que cette fameuse forteresse, elle comporte une faille béante, un vrai séisme juridique que nos sources ont mis en lumière. L'affaire du directeur des ventes. Exactement. L'anecdote est folle. On a un salarié, directeur des ventes dans les produits de beauté, qui a attaqué son employeur au prud'homme. Son métier impliquait de faire des salons professionnels le week-end, Des événements très prenants. très prenant. Et du coup, il s'est retrouvé à travailler 11 puis 12 jours d'affilée, sans aucun jour off. La cour d'appel lui avait initialement donné raison. En se basant sur la protection de la santé? Oui, une lecture très physiologique. Mais le 13 novembre 2025, retournement total. La Cour de cassation, avec l'arrêt numéro 24-10-733, a tout bouleversé. Ce qui est fascinant ici, c'est la justification de la Cour de cassation. Elle ne s'est pas basée sur l'épuisement médical. Elle s'est basée sur le dictionnaire, littéralement. Sur la définition d'un seul mot. Le mot semaine. La loi dit qu'il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine. Mais juridiquement, et c'est conforme à une directive européenne, une semaine n'est pas une période glissante de 7 jours. Ce n'est pas n'importe quel 7 jours consécutifs. Non, c'est la semaine civile. Et la semaine civile, elle commence le lundi à 000 et s'achève le dimanche à 24h00. Et c'est cette petite nuance sémantique qui permet l'impossible. Faisons la démonstration concrète avec un planning. Imaginons la semaine 1, D'accord? un salarié prend son jour de repos le lundi. Le premier jour de la semaine civile. C'est ça. Ensuite, il travaille du mardi au dimanche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 6 jours de travail consécutifs. Bilan de la semaine 1, c'est parfait.
6 jours travaillés maximum, la loi est respectée. Sauf que le lundi matin, la semaine 2 démarre. Les compteurs légaux sont remis à zéro. L'ardoise est effacée. Voilà. Et notre salarié enchaîne. Il travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Soit de nouveau 6 jours. Et il prend enfin son repos le dimanche de cette semaine 2. Résultat des courses, entre le mardi de la semaine 1 et le samedi de la semaine 2, 12 jours consécutifs. 12 jours à son poste. Et pourtant, inspection du travail, code du travail, tout le monde est content. La loi est respectée car il y a eu un jour de repos dans chaque semaine civile. C'est la magie noire du calendrier juridique. Mais l'impact humain, lui, n'a rien de magique. Le reportage de TF1 qu'on a analysé le montre bien. Des salariés avouent qu'il est physiquement extrêmement dur de tenir 10 ou 12 jours. On tape un mur autour du 8e jour en général. La fatigue se multiplie. Et le communiqué du syndicat met en garde contre les abus liés à cette flexibilité. On utilise une faille calendaire pour contourner l'esprit de la loi de protection. Et cela nous amène naturellement à un autre grand champ de bataille du temps de repos. Le fameux travail le dimanche tout. Ah, le dimanche. Oui, le jour de repos traditionnel par excellence. Il y a un mythe absolu qu'il faut démontrer tout de suite pour notre audience. L'idée selon laquelle la loi impose d'être payé double quand on travaille le dimanche. C'est totalement faux. Mais vraiment, le Code du travail n'impose absolument aucune majoration de salaire nationale pour le dimanche. Rien du tout. En réalité, tout dépend entièrement des conventions collectives ou des accords de branche, voire du contrat de travail spécifique. C'est un vrai labyrinthe. Si l'on relie cela à une perspective plus large, le repos dominical en France est un principe qui est littéralement criblé d'exceptions. On peut commencer par les plus communes, les commerces de détail alimentaire. Oui, la loi leur donne le droit d'ouvrir le dimanche matin, généralement jusqu'à 13 heures. Pour concilier le repos et le besoin des citoyens d'acheter à manger. Exactement. Mais il y a aussi une approche purement géographique, les ZTI. Les zones touristiques internationales. C'est fascinant ça. Si on imagine une boutique sur les Champs-Élysées à Paris ou en plein centre de Deauville, Ces zones bénéficiaient d'une dérogation permanente pour capter le flux touristique et économique. Elles peuvent ouvrir le dimanche. alors qu'une boutique identique située 2 rues plus loin, mais hors de la zone tracée sur la carte, devra rester fermée. C'est la loi du périmètre. C'est le même principe pour les grandes gares d'affluence, comme Paris-Saint-Lazare. Elles deviennent des zones commerciales ouvertes 7 jours sur 7. Et n'oublions pas les maires, ils ont aussi leur mot à dire. Les fameux dimanches du maire. C'est ça. Le conseil municipal peut autoriser jusqu'à 12 dimanches d'ouverture par an pour les commerces de la commune. Très utilisés pendant les soldes ou avant les fêtes de fin d'année pour doper le commerce local. Mais au milieu de toutes ces exceptions économiques, il y a une zone géographique en France qui résiste encore et toujours à cette flexibilité. L'Alsace-Moselle. Je souris parce que je sais que ce détail t'enthousiasme particulièrement. Ah mais c'est une véritable exception culturelle. Pour quiconque étudie le droit français, le droit local en Alsace-Moselle, c'est passionnant. Là-bas, la loi est radicalement différente et surtout extrêmement stricte. La fermeture le dimanche est la norme absolue. Presque tout est fermé. Les dérogations se comptent sur les doigts d'une main. On parle des fleuristes, des kiosques à journaux, des stations-service, des boulangeries pour le pain du matin. Et ça s'arrête là. C'est fou de se dire qu'en passant une simple frontière départementale, le rapport sociétal au temps de repos change du tout au tout. C'est un héritage historique fort, hein. Mais attention, que l'on soit sous le régime général ou en Alsace, tout employeur qui enfreint délibérément la règle du repos hebdomadaire s'expose à de lourdes sanctions. L'amende de 1 500 €, Oui, 1 500 € par salarié concerné. Et ça peut doubler en cas de récidive. donc ce n'est pas à prendre à la légère. L'État veille au grain. Mais justement, quand l'État lui-même intervient pour modifier ses règles de repos, ça devient immédiatement un enjeu politique majeur. C'est exactement ce qu'on voit dans la dernière partie de nos sources. Le communiqué du syndicat Solidaire met le doigt sur une situation très tendue dans le secteur agricole. Le décret du 9 juillet. Un décret signé par le gouvernement Attal cet été-là. Ce texte autorise purement et simplement la suspension du repos hebdomadaire pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours consécutifs. Un mois sans jour de repos? Un mois entier. Cette dérogation est prévue pour les travaux urgents et le cas d'école mentionné dans nos documents, ce sont les vendanges, particulièrement pour les appellations AOC ou IJP. Notre rôle ici est de rapporter ces faits de manière totalement impartiale, car les enjeux sont lourds. D'un côté, on a l'argument de la nécessité économique et biologique.
Le lobby viticole. Voilà. Pour les producteurs, récolter un raisin au pic exact de sa maturité, surtout face à une météo instable, c'est une urgence vitale pour l'exploitation. C'est qualifié de circonstances exceptionnelles qui justifient de ne pas interrompre le travail. Sauf que, de l'autre côté, le syndicat solidaire dénonce une primauté dangereuse de l'économie sur la santé humaine. Leur argumentaire est très clair. Oui, il rappelle un fait tragique, très concret. Lors des vendanges 2023, 6 travailleurs saisonniers ont perdu la vie en France. Pour le syndicat, enchaîner jusqu'à 30 jours de travail physique en plein été augmente drastiquement les risques d'accident et de mort. Et le contexte politique de ce décret ajoute une couche de complexité. Le communiqué de presse souligne de manière très factuelle que ce décret gouvernemental est en fait la transposition directe d'une proposition de loi qui avait été déposée initialement par le Rassemblement national. Ce que le syndicat critique fermement. Tout à fait. L'idée ici, pour notre audience, c'est de bien voir à quel point la simple définition d'un jour de repos est chargée politiquement et socialement. Ce n'est jamais qu'une ligne dans un tableur Excel. C'est littéralement la santé des gens qui est dans la balance. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on essaye de synthétiser cette immense machine qu'est le droit social? L'intention première de la loi est protectrice. C'est indéniable. La loi vise à protéger la santé, avec ce fameux repos inaliénable de 35 heures. Mais l'interprétation ultra stricte de la semaine civile d'un côté et la montagne de dérogations de l'autre, Les secteurs, la géographie, l'agriculture. tout ça crée une réalité extrêmement flexible sur le terrain. Une réalité qui est capable d'absorber jusqu'à 12 jours de travail ininterrompu dans des bureaux ou 30 jours dans des vignes tout en restant dans les clous de la légalité. Cela soulève une question importante pour quiconque nous écoute, que l'on cherche à protéger sa propre santé ou que l'on gère des équipes au quotidien, il faut comprendre ces mécanismes. Ne pas se reposer uniquement sur la théorie légale. Exactement. La frontière entre la flexibilité nécessaire à l'entreprise et l'épuisement profond du travailleur se joue parfois sur la simple définition d'un calendrier. La conformité juridique ne garantit pas la sécurité physiologique. C'est le grand écart du Code du travail. Merci d'avoir éclairé cette mécanique avec autant de précision. Je t'en prie. Et pour terminer, on aimerait laisser les personnes qui s'informent aujourd'hui avec une réflexion inédite. On a vu que tout ce système s'appuie sur la définition rigide de la semaine civile, du lundi au dimanche. Le fameux cadre immuable. Voilà. Mais avec la montée en puissance du travail asynchrone, du freelancing et des équipes en télétravail total dispersées sur plusieurs fuseaux horaires, comment cette définition va-t-elle survivre? Est-ce que le concept même de semaine de travail aura encore du sens dans la prochaine décennie? C'est une vraie question. La notion de jour de repos survivra-t-elle sous sa forme actuelle ou allons-nous inéluctablement vers un temps de travail totalement liquide où le calendrier ne sera plus qu'un lointain souvenir? Voilà de quoi méditer.